Je m'appelle Paul Martin, 68 ans, ancien juge d'instruction à Bordeaux. Ce matin-là, tout a commencé par une erreur de routine, ou du moins, c'est ce que je croyais. Allongé dans le service de rééducation après un infarctus, j'ai demandé à l'infirmière le journal. Elle a souri, feuilleté les pages, puis s'est figée. Mon Dieu, a-t-elle murmuré avant de refermer brusquement le journal. Trop tard. J'avais déjà aperçu la photo. Ma photo. Juste au-dessus d'une ligne noire. Paul Martin, magistrat retraité, s'est éteint paisiblement entouré des siens. Je me suis redressé. Les battements de mon cœur semblaient cogner dans mes tempes. Mort? Officiellement? J'ai pris le journal, les doigts tremblants, et j'ai lu tout l'article. Date, heure, cérémonie prévue à la cathédrale, même le nom de la société de pompes funèbres. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais juriste. J'avais appris à observer avant d'agir. Le plus étrange, c'est que tout semblait coordonné. Le numéro de compte pour les dons, les condoléances en ligne, la photo choisie, une prise que seule ma fille, Claire, possédait. Elle avait tout organisé pendant que j'étais dans le coma. L'après-midi même, j'ai essayé de retirer de l'argent à la borne de l'hôpital. Carte refusée. J'ai tenté d'appeler mon notaire. Silence. Puis j'ai reçu un message vocal. Monsieur Martin, toutes les opérations sur vos comptes sont suspendues en raison de votre décès enregistré. Décès enregistré. J'ai répété ces mots comme un verdict. Pas d'émotion, juste une froide lucidité. Quand j'ai enfin joint Claire, sa voix était douce mais tranchante. Papa, il faut que tu te reposes. Tu as beaucoup souffert. Je viens de lire ma nécrologie, Claire. Un court silence, puis c'est une erreur administrative, ne t'inquiète pas. Je règle tout. Je savais qu'elle mentait. La fille d'un juge oublie rarement le poids des mots. Le soir, j'ai demandé à une infirmière de m'imprimer les dernières démarches faites à mon nom. Elle a trouvé un dossier électronique au service de l'état civil, certificat de décès signé et validé par la mairie du 3e arrondissement. Je n'avais plus d'identité. Alors j'ai sorti mon carnet, celui que j'utilisais jadis pour consigner les dépositions. Page 1, date du décès, agence funéraire, compte bancaire bloqué. Page 2, nom du signataire, copie de l'acte. J'ai compris que j'étais devenu un fantôme légal et qu'il allait falloir que je mène l'enquête sur ma propre mort. La première règle que j'enseigne à mes anciens élèves revient dans ma tête. Ne parle pas. Observe, collecte, prouve. Alors j'ai décidé de me taire, d'observer ceux qui me croyaient enterré, et de leur montrer au bon moment qu'un juge peut revenir du tombeau, avec un dossier complet et une mémoire parfaite. Quand je suis sorti de l'hôpital, le ciel de Bordeaux avait cette couleur de craie qui annonce la pluie. J'avais un petit sac, mes ordonnances et un téléphone sans contact. On m'avait remplacé la carte SIM, m'avait dit Claire, pour éviter les erreurs. Je n'avais pas encore compris jusqu'où allait cette mascarade. J'ai appelé un taxi. Rue Saint-Genès, numéro 24, ai-je dit. C'était ma maison. Celle que j'avais achetée après 40 ans de travail, pierre après pierre, avec les honoraires et les nuits d'audience. Le chauffeur a reconnu l'adresse. Ah, la belle maison blanche avec les volets bleus? J'ai hoché la tête, fier malgré tout. Mais en arrivant, quelque chose clochait. Les volets étaient clos, le portail fermé par une nouvelle serrure électronique. Une affichette plastifiée pendait au grillage. Propriété privée, accès interdit. Ma propre écriture absente, remplacée par celle, froide et lisse, d'un imprimeur. J'ai sonné. Une voix, celle de ma fille, a résonné dans l'interphone. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Chez moi, Claire. Je rentre. Papa, le notaire a conseillé de te laisser te reposer ailleurs. La maison est sous gestion temporaire. Gestion temporaire. Gestion de quoi? Silence. Puis un soupir. C'est compliqué. Repars à l'hôtel ce soir, je t'expliquerai demain. Le portail est resté fermé. J'ai attendu quelques minutes, sous la pluie fine. Derrière la fenêtre du salon, j'ai vu bouger une silhouette d'homme, Marc, son mari. Ils n'ont pas ouvert. Je suis parti à pied, à mon âge avec mon paletot d'hôpital et mon sac plastique. Au café du coin, le Faubourg, le serveur m'a reconnu. Monsieur le juge? On m'a dit, enfin, je suis désolé pour votre fille. Ma fille?
Oui, qu'elle avait perdu son père. Alors j'ai compris, toute la ville croyait à ma mort. J'étais devenu une rumeur polie, une histoire à chuchoter entre deux cafés. Je suis allé jusqu'à la mairie. Là-bas, le préposé m'a regardé comme un revenant. Mais, monsieur Martin, on a votre certificat de décès. Et moi, j'ai mon pouls. Ça vous suffit comme preuve de vie? Il a balbutié, cherché dans son ordinateur, puis a imprimé un papier. Acte de décès, enregistrement validé. En bas, la signature, Claire Martin comme déclarant de décès. Et plus bas, date de décès, mardi dernier. Mardi. Le jour où je me suis réveillé après mon infarctus. Je suis resté debout devant le guichet longtemps. Pas de colère encore, seulement cette lucidité glacée que j'avais apprise dans les salles d'audience. Quand un mensonge est trop parfait, c'est qu'il cache une préparation longue. Je me suis souvenu d'une phrase de mon ancien professeur. Le crime parfait n'existe pas. Il y a toujours un détail administratif qui craque. Ce détail, ce serait ma signature. Car je savais une chose, jamais je n'avais signé de procuration après mon hospitalisation. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel près de la gare. La réceptionniste compatissante m'a reconnu aussi. Vous avez le même nom qu'un monsieur dont on a parlé aux infos locales. Ah oui? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il était un grand juge, mort avec honneur. Ironie. Mourir avec honneur pendant qu'on te vole ta vie. Le soir, j'ai ouvert mon vieux carnet en cuir. Page après page, j'ai commencé à tout consigner. Date du faux décès, mairie, acte signé par Claire, accès refusé à la maison, compte bancaire bloqué. Puis j'ai noté la somme approximative que contenait encore mon compte principal, environ 200 000 euros, et ma pension judiciaire qui devait tomber à la fin du mois. Je savais que quelqu'un touchait déjà cet argent. J'ai dormi peu. Les images revenaient. Claire adolescente, assise à ma table, récitant son cours de droit. Moi, fier. Et maintenant, la même fille, falsifiant un acte pour hériter avant l'heure. Le lendemain matin, j'ai appelé mon vieil ami Maître Dufour, notaire à la retraite. Paul, tu es vivant? Mon Dieu, j'ai failli t'envoyer des fleurs. Je lui ai expliqué en détail. Il a juré doucement. Écoute-moi bien, Paul. S'ils ont enregistré ton décès, tu n'existes plus pour les banques, ni pour le cadastre, ni pour la justice. Je sais. Tu dois prouver que c'est une fraude, mais sans alerter ta fille tout de suite. Pourquoi? Parce que si elle croit que tu es vraiment mort, elle fera l'erreur de trop. Il avait raison, je devais la laisser s'enfoncer. Nous avons mis en place un plan. Dufour contacterait discrètement un confrère encore en activité pour obtenir les copies notariales récentes au nom Martin Clair, succession Paul Martin. Pendant ce temps, moi, je resterai invisible. Le soir, j'ai observé la maison de loin. Par la fenêtre du bureau, j'ai vu la lumière allumée tard. Claire parlait au téléphone. Une phrase portée par le vent m'a frappé. Oui, la vente sera signée avant la fin du mois. La vente, ma maison. Je suis resté là, dans la nuit, sous la pluie, pas comme un vieil homme perdu, mais comme un juge préparant un dossier, parce que désormais je n'étais plus la victime d'une erreur, j'étais le plaignant d'une escroquerie, et les coupables portaient mon nom. Alors j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Ce sourire que mes anciens collègues redoutaient, celui que j'avais quand une affaire commençait à s'éclaircir. Très bien, ma fille. Vous avez voulu m'enterrer vivant, vous allez devoir me revoir, debout. Je n'ai jamais cru aux coïncidences. Dans ma carrière de juge, chaque hasard finissait toujours par avoir une signature humaine au bout du stylo. Alors, au matin suivant, j'ai remis ma cravate, celle que je portais aux audiences, et je suis sorti bien vivant pour rassembler mes preuves. Ma première étape a été le cabinet du notaire. J'y ai travaillé avec lui pendant plus de 20 ans, et je savais comment les dossiers circulaient. Mais en entrant, la jeune secrétaire m'a regardé comme si elle voyait un fantôme. « Monsieur Martin? Oui, en chair et en os? Mais votre dossier est classé succession clôturée. » J'ai senti mon estomac se serrer. Clôturé par qui? Par votre fille, Madame Claire Martin, mandataire unique. Je me suis assis calmement. Pouvez-vous me montrer le document? Elle hésitait, puis j'ai sorti ma carte professionnelle de magistrat honoraire. C'est à titre personnel, dis-je simplement. Elle a imprimé le dossier, en haut de la page.
certificat de décès produit et validé. En dessous, une procuration notariée signée Paul Martin, datée du lendemain de mon infarctus. Mon écriture imitait presque bien, mais un détail m'a frappé, la signature penchait à gauche. Or, j'ai toujours signé avec une inclinaison à droite. Vous voyez, ai-je dit doucement, ce document est un faux. Pardon? Oui, mademoiselle. Et pas un très bon. Je lui ai demandé une copie. Elle me l'a donnée, nerveuse. Vous allez prévenir votre fille? Non, pas encore. L'après-midi, je me suis rendu à la banque. Le directeur, un homme prudent, m'a accueilli d'un air tendu. Monsieur Martin, vous êtes vivant, oui, c'est embêtant, n'est-ce pas? Il a tenté un sourire. C'est juste que, selon nos fichiers, vos comptes ont été transférés vers un autre titulaire. Lequel? Madame Claire Martin, votre héritière légale. J'ai hoché la tête. Et combien? L'intégralité de vos avoirs. Environ 200 000 euros. 200 000. Un chiffre que je connaissais par cœur car chaque centime représentait des années de travail et de discipline. Et qui a autorisé le transfert? Nous avons reçu une procuration avec votre signature et un certificat de décès. J'ai demandé à voir les documents, même faute, même signature bancale. Mais cette fois, j'ai remarqué un autre détail. Le tampon du notaire ne portait pas la bonne date d'agrément. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Le directeur Blême m'a demandé « Que comptez-vous faire ?» Ce que je fais toujours, établir les faits, calmement. Il a voulu me raccompagner, mais je l'ai arrêté. Une dernière question, ai-je dit. Oui. Les transferts se sont faits vers un compte personnel ou commun? Commun. Monsieur et Madame Marc Duval. Marc Duval, mon gendre. J'ai souri. Parfait. Le soir, j'ai retrouvé mon ami maître Dufour dans un petit restaurant de la rive droite. Il avait un dossier épais sous le bras. Paul, tu avais raison. Il a sorti plusieurs feuilles. Regarde, ta fille a déposé une demande de cession anticipée de biens immobiliers au nom de la succession Martin. Elle veut vendre ta maison. Pour combien? 680 000 euros. Je suis resté un instant silencieux. Ce n'était pas la somme qui me frappait, mais la vitesse. Elle n'avait pas perdu de temps. Et l'acte de vente? Il n'est pas encore signé, mais il y a un compromis. Date prévue, dans 2 semaines. 2 semaines. Le délai parfait pour agir sans se précipiter. Dufour m'a regardé longuement. Qu'est-ce que tu vas faire? Prouver que je suis vivant, mais pas tout de suite. Pourquoi attendre? Parce que les menteurs, quand ils se croient à l'abri, finissent par parler. Et moi, je veux les entendre jusqu'au bout. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à Claire, à sa voix d'enfant quand elle me disait « Papa, quand je serai grande, je ferai comme toi, je défendrai la justice. » Et je me suis demandé quand avait-elle cessé d'y croire? J'ai sorti un petit dictaphone de mon sac, un vieux modèle que j'utilisais encore à l'époque des audiences. Je l'ai posé sur la table et j'ai commencé à enregistrer journal personnel, dossier, Martin contre Martin, objet, falsification d'identité et abus de procuration, suspect, Claire Martin, Marc Duval, témoin, banque, notaire, mairie, objectif, rétablir la vérité sans alerter les auteurs avant la phase finale. Le ton était sec, presque judiciaire, mais sous cette froideur, une douleur sourde montait. La douleur d'un père qui, pour la première fois, considérait sa fille comme une prévenue. Le lendemain, j'ai contacté discrètement un collègue de la gendarmerie, le commandant Lefebvre, un homme carré, la cinquantaine, que j'avais connu sur plusieurs affaires. Paul? Mais je croyais que... Oui, moi aussi, il paraît. Il a éclaté de rire nerveux, puis s'est penché vers moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vérifie si un acte de décès à mon nom a été transmis à la préfecture et quelles signatures apparaissent. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. L'acte existe, signé par ta fille, validé par un médecin traitant, sauf que le médecin en question, le docteur Armand, est décédé depuis 5 ans. Je me suis levé. Tu es sûr? Absolument. Il y a donc falsification de signature médicale. Je l'ai remercié. C'était la première vraie fissure dans le mur. Dans la semaine qui a suivi, j'ai récolté assez d'éléments pour bâtir un dossier solide, copie des documents bancaires falsifiés, actes notariés contrefaits,
certificat de décès signé par un médecin mort, témoignage d'un fonctionnaire communal étonné par la rapidité de la procédure. Je les ai rangés dans une chemise bleue, sobrement intitulée « Affaire C, Martin, abus de confiance et fraude patrimoniale ». J'ai regardé ce nom écrit de ma main, mon propre nom associé à celui de ma fille, comme deux parties adverses dans un procès. C'était presque sacrilège. Mais je savais que cette affaire devait aller au bout, non par vengeance, mais par principe. Parce qu'un jour, quand la vérité éclaterait, il faudrait que tout soit limpide. J'ai été juge toute ma vie. Aujourd'hui, je suis ma propre victime, mon propre témoin, mon propre procureur. Et quelque part, cette idée m'a donné de la force. Quand on m'a déclaré mort, j'ai d'abord voulu protester. Mais les années de tribunal m'ont appris une vérité simple. Parfois, pour que la justice agisse, il faut lui offrir un spectacle. Alors j'ai choisi de rester silencieux, de laisser ma fille croire à son triomphe. Je me suis fait discret. Je logeais toujours à l'hôtel, payant en liquide, utilisant un vieux téléphone sans données. J'étais officiellement un fantôme, et ce statut me donnait une liberté que je n'avais jamais eue. Plus personne ne cherchait à me contrôler. Plus de courrier, plus d'impôts, plus d'assurance. Juste le vide, utile et froid. Le matin, je prenais un café au bistrot de la gare. Le serveur habitué m'appelait Monsieur Paul. Pas Monsieur le juge, pas Monsieur le défunt, juste Paul. Ça m'allait. Pendant ce temps, Maître Dufour continuait son travail. Il m'appelait depuis un numéro inconnu, toujours à voix basse. Paul, j'ai vérifié les registres. La maison est presque vendue. Signature prévue samedi prochain, à 10 heures, étude Renaudin. Et l'acheteur? Une société écran, probablement gérée par ton gendre. J'ai fermé les yeux. Marc, le gendre modèle, celui qui me serrait la main un peu trop fort, comme à un patriarche fatigué. Dufour, laisse-les signer, mais avant je veux qu'on prépare une autre version du testament. Tu veux? Oui, une version légale, datée d'avant ma mort, déposée discrètement chez un notaire ami. Tu comptes faire quoi exactement? Rendre la scène publique, très publique. Dufour a soupiré comme il le faisait autrefois quand il comprenait que j'allais jusqu'au bout. Tu veux rejouer ton propre procès? Exactement. J'ai ensuite appelé un vieil ami journaliste, Lucien Béraud, ancien chroniqueur judiciaire à Sud-Ouest. Paul, tu es vivant? Nom de Dieu. Garde cette surprise pour toi. J'ai une histoire pour toi. Pas une rumeur, un dossier complet. Quel genre d'histoire? Celle d'un juge enterré vivant par sa propre fille. Un silence, puis un souffle incrédule. Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Je veux que tu sois présent samedi à la lecture du testament, avec ton appareil et un micro discret. Et toi, tu seras où? Dans la salle. La semaine suivante, j'ai préparé chaque détail. J'ai acheté un costume neuf, le même modèle que celui que je portais pour l'audience d'assises de 2004, la dernière grande affaire de ma carrière. Symbolique. J'ai imprimé mes preuves, actes falsifiés, signatures contrefaites, relevés bancaires, tout classé, numéroté, relié, et j'ai ajouté à ce dossier un élément clé, une lettre écrite de ma main, datée du jour supposé de ma mort, que j'avais rédigée dès ma sortie de l'hôpital. Elle commençait ainsi: « Si vous lisez ces lignes, c'est que j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai été déclaré mort sans mourir, j'ai été trahi sans haine, j'ai choisi de revenir, non pour punir, mais pour témoigner. » Je savais que ces mots feraient plus mal que n'importe quelle plainte. La honte publique est parfois une sentence plus lourde qu'une peine de prison. Le jour prévu pour la signature de la vente, j'étais à quelques mètres de l'étude notariale. J'ai observé ma fille descendre d'une voiture noire, élégante, maquillée. À ses côtés, Marc, costume bleu, sourire satisfait. Il riait en entrant dans l'endroit où ils allaient finaliser mon effacement. J'ai attendu qu'ils disparaissent, puis je suis entré par la porte latérale, celle réservée aux témoins. L'étude sentait l'encre et la cire chaude. Maître Renaudin, le notaire en charge, m'a vu et a pâli. « Paul, c'est impossible !»« Calmez-vous, maître. Je vous demande juste de garder le silence 5 minutes. » Il a hoché la tête comme s'il voyait un fantôme sorti d'un dossier. Dans la salle principale, Claire signait déjà le compromis. « À la mémoire de mon père », disait-elle d'une voix feinte. « Il aurait voulu que cette maison continue à vivre. »
Une phrase parfaite, apprise par cœur. Quand elle a levé la tête, j'étais là. Debout, appuyé contre le chambranle de la porte. Le silence a traversé la pièce comme une lame. Marc a lâché son stylo. Papa, je suis resté immobile. Vous signez à la mémoire d'un mort. Dommage que le mort soit à l'heure. Renaudin, tremblant, a pris la parole. Monsieur Martin, mais comment? Simple. J'ai lu mon propre certificat de décès. Je suis venu le corriger. Claire s'est levée, blanche. Papa, On voulait. Oui, je sais ce que vous vouliez. Et je vous ai laissé faire. Lucien, mon ami journaliste, était là, caméra discrète dans la mallette. Il a tout enregistré. Chaque mot, chaque visage. Je me suis approché de la table. Vous avez falsifié ma signature, utilisé un médecin mort, volé mes économies. Non, papa, je voulais te protéger. En me tuant sur le papier, elle a fondu en larmes. Marc, lui, regardait le sol, déjà conscient que la partie était finie. Vous avez vendu une maison qui ne vous appartient pas, ai-je poursuivi. On allait tout te rendre, murmura-t-elle. Ce que vous m'avez pris n'était pas matériel. Je me suis tourné vers le notaire. Maître, voici le véritable testament, daté et enregistré par Dufour. Vous y trouverez un paragraphe précis. Toute personne ayant commis un acte de fraude ou d'abus au détriment du testateur sera déchue de tout droit de succession. Le silence qui suivit était si lourd qu'on entendait le bruit du stylo tomber au sol. Renaudin a pris le document, l'a lu, puis s'est tourné vers Claire. Madame Martin, je crains que la vente soit annulée. Elle s'est effondrée sur sa chaise. J'ai quitté la pièce sans un mot de plus. Dehors, l'air sentait la pluie et la terre mouillée. Lucien m'a rejoint, son micro encore allumé. Tu viens de créer un chef-d'œuvre, Paul? Non, Lucien. J'ai juste rappelé aux morts qu'ils devaient parfois revenir pour que les vivants se souviennent de ce qu'est la vérité. La nouvelle de mon retour s'est répandue comme une traînée de poudre. Le soir même, les réseaux locaux publiaient « L'ancien juge Paul Martin, déclaré mort, interrompt la vente de sa propre maison ». Certains pensaient à une blague, d'autres parlaient d'un complot familial. Moi, je restais calme. Je savais que le plus difficile n'était pas de ressusciter, c'était de prouver qu'on avait voulu vous enterrer vivant. 3 jours plus tard, Maître Dufour m'a appelé. « Paul, la lecture officielle de ton testament est confirmée pour samedi matin. » Parfait. Ta fille sera là, ton gendre aussi, et j'ai prévenu un officier de police pour superviser la procédure. Il le faudra. Ce jour-là, la justice aura des témoins. Le samedi, j'ai enfilé le même costume que lors de ma fausse vente. Je me suis regardé dans le miroir de ma chambre d'hôtel. Mon visage paraissait plus vieux, oui, mais plus clair aussi. Comme si j'avais enfin quitté l'ombre où il m'avait enfermé. Devant l'étude, il y avait des voitures de presse, 2 gendarmes et un attroupement de curieux. Certains murmuraient « C'est lui, le juge revenu d'entre les morts ?» Regarde, il marche vraiment. Je suis entré dans la salle. Claire était assise à gauche, le visage pâle, les yeux gonflés. Marc fixait son téléphone comme s'il cherchait une issue numérique à sa honte. Maître Dufour a ouvert le dossier, solennel. Nous sommes réunis pour la lecture du testament de Monsieur Paul Martin, qui, comme vous le voyez, est bien vivant. Un léger rire nerveux a parcouru la salle. Je me suis assis face à eux. Dufour a lu lentement, chaque mot pesé. Moi, Paul Martin, laisse à ma fille Claire la maison familiale, sous condition de loyauté et de respect de la vérité. Toute falsification ou manipulation entraînera la nullité du legs. En cas de fraude, mes biens seront transférés à une fondation d'aide aux enfants sans défense. Chaque phrase tombait comme une pierre dans un puits. Claire tremblait. Marc fixait le plafond. Dufour a poursuivi. Sont annexés au présent testament les preuves de toute tentative de fraude, datées et certifiées. J'ai posé sur la table le dossier bleu, à l'intérieur, les documents bancaires, la procuration falsifiée, la signature médicale du médecin décédé. Un gendarme s'est avancé, à tout prix méthodiquement. Claire a murmuré « Papa, je t'en supplie, pas devant tout le monde, je l'ai regardé longtemps. C'est toi qui as choisi la scène, ma fille. Moi, je n'ai fait qu'y revenir. » Marc a tenté de parler. C'était une erreur, une simple formalité,
Une formalité de 200 000 euros, ai-je coupé, et une maison de 600 000, vous avez de drôles de formalités. Lucien, le journaliste, filmait à distance. Son objectif brillait discrètement sous la lumière. Chaque mot, chaque respiration, enregistré. Dufour a refermé le dossier. Monsieur le commandant, je vous laisse faire votre travail. L'officier a hoché la tête. Madame Martin, monsieur Duval, je vous prie de nous suivre. Claire a éclaté en sanglots. Papa, je voulais juste t'aider. J'avais peur que tu retombes malade. En me déclarant mort? Je pensais que si tout était réglé, tu pourrais vivre tranquille. Non, Claire, tu voulais vivre tranquille à ma place. Les gendarmes les ont emmenés doucement. Je n'ai pas regardé partir mon gendre. Mais j'ai croisé le regard de ma fille, un mélange de honte et de quelque chose d'autre, un regret profond, comme si, au fond, elle réalisait trop tard qu'elle avait voulu tricher avec l'amour, pas seulement avec la loi. Quand la salle s'est vidée, Dufour a fermé la porte et m'a serré la main. Tu as tenu ton rôle jusqu'au bout. Ce n'était pas un rôle, c'était un devoir. Et maintenant? Maintenant, je veux que tout soit rendu public, pas pour les humilier, mais pour que les gens comprennent ce qu'on peut faire à un vieil homme quand il n'a plus la force de se défendre. Lucien a hoché la tête. L'article paraîtra demain. L'homme qu'on a enterré vivant. Fais en sorte qu'il sache que la justice ne meurt pas. Je suis sorti de l'étude. L'air frais du matin sentait le bois mouillé et la liberté. Un jeune journaliste m'a interpellé. Monsieur Martin, un mot pour la presse? Je me suis arrêté. Oui, écrivez simplement. Il n'était pas mort. Il attendait qu'on dise la vérité. Je suis monté dans un taxi, fatigué mais léger. À travers la vitre, j'ai vu les gendarmes s'éloigner avec ma fille et son mari. Je ne ressentais ni triomphe ni vengeance. Juste cette paix étrange qu'on éprouve quand on a fini un long procès, celui où le juge et la victime ne font qu'un. Les jours qui ont suivi la lecture du testament ont eu la lourdeur d'un lendemain de tempête. La presse locale s'en est emparée et puis les journaux nationaux. Un ancien juge déclaré mort par sa propre fille, la fraude révélée au grand jour. Les mots faisaient mal, mais ils disaient la vérité. La justice a agi rapidement. Le procureur de Bordeaux, un ancien élève à moi, m'a appelé personnellement. Monsieur Martin, ou devrais-je dire Paul, quelle histoire? Une histoire banale, malheureusement, ai-je répondu. L'abus de faiblesse n'a pas d'âge. Une enquête a été ouverte pour falsification de documents officiels, usage de faux et fraude patrimoniale. Ma fille a reconnu les faits. Mon gendre, lui, a tenté de plaider l'erreur administrative, mais les preuves étaient trop précises, trop nombreuses, trop propres pour un simple hasard. Un matin, j'ai reçu une enveloppe officielle, décès annulés, réintégration de l'état civil. En quelques lignes, je revenais à la vie. Un tampon rouge, une signature. C'est étrange de renaître grâce à un papier. Quand j'ai quitté la mairie, le fonctionnaire m'a serré la main avec un sourire gêné. C'est la première fois que je ressuscite quelqu'un, monsieur le juge. Alors espérons que ce soit la dernière. Ma maison, elle, est restée vide. Je l'ai traversée quelques jours plus tard, accompagné d'un huissier. Tout avait été rangé avec soin, comme si personne n'y avait jamais vécu. Sur le bureau, un seul objet, une photo de moi et de Claire, prise le jour où elle avait prêté serment d'avocate. Elle souriait, fière. Moi aussi. J'ai posé la photo dans une boîte et j'ai refermé la porte à clé. Je n'ai pas porté plainte contre elle. Je l'ai laissée affronter la justice sans l'écraser davantage. Elle a été condamnée à un sursis et à une amende. Marc, lui, a perdu son autorisation d'exercer. Je n'ai assisté à aucune audience. Je savais que tout ce que j'aurais pu dire aurait été inutile. La honte était déjà sa plus grande peine. Quelques mois plus tard, j'ai vendu la maison moi-même. Pas pour l'argent, pour tourner la page. J'ai acheté un petit pavillon à Arcachon, près du bassin. Chaque matin, je marche sur la plage, le carnet à la main. J'écris mes mémoires, mort administrative, le dossier d'un homme trop vivant. Lucien, le journaliste, m'appelle parfois. Son article a reçu un prix. Il m'a dit « Tu es devenu une légende, Paul. » Non, Lucien, je suis juste un rappel. Le rappel qu'il faut toujours lire la dernière ligne avant de signer. Un soir, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, une lettre de Claire, quelques mots seulement.
Papa, je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches, je t'aime toujours. Je n'ai rien répondu. J'ai glissé la lettre dans le dossier bleu, celui qui contient encore toutes les preuves. Ce dossier est désormais rangé dans une armoire fermée à clé, entre mes anciens jugements et mes souvenirs. Quand la mer est calme, je m'assieds sur le banc face au large. Je repense à cette phrase que je répétais souvent à mes étudiants. La justice ne punit pas pour se venger, elle juge pour que chacun retrouve sa place. C'est exactement ce qui s'est passé. Ma fille a perdu une maison, mais retrouvé la vérité sur elle-même. Moi, j'ai perdu une famille, mais regagné ma dignité. Le soir, en regardant le soleil descendre derrière l'eau, je murmure pour moi-même « Ils m'ont tué sur le papier, mais sur le papier seulement, car un homme reste vivant tant qu'il choisit la vérité. » Et dans ce silence salé, je me sens enfin libre, pas un revenant, pas une victime. Juste un vieil homme en paix qui sait que la justice, même lente, finit toujours par frapper à la bonne porte. Les mois ont passé, le bruit médiatique s'est éteint, remplacé par le murmure régulier des vagues et des pas sur le sable. J'ai appris à vivre sans l'agitation, sans les appels d'avocats, sans les regards curieux des voisins. On me reconnaissait encore parfois. « C'est vous, le juge qu'on a déclaré mort ?» Je répondais avec un sourire « Oui », et je le suis resté un peu à l'intérieur. La mort administrative, voyez-vous, laisse une trace invisible. Ce n'est pas un traumatisme, c'est une sorte de silence prolongé. Pendant des semaines, j'ai été rayé de tout, des registres, des comptes, de la mémoire sociale. Plus de courriers, plus de numéros d'assurance, plus d'existence légale. Et quand on renaît, on comprend à quel point la vie tient à peu de choses, un tampon, une signature, un écran qui valide ou efface un nom. Je passe mes journées à écrire dans un petit cahier à la couverture bleue. Chaque matin, je note 3 lignes, ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé, ce que j'ai compris. Hier, j'ai écrit « On me croyait mort, mais c'est eux qui vivaient sans âme. Moi, j'ai retrouvé la mienne. » Je revois parfois Claire, pas souvent, 2 ou 3 fois par an. Elle vient seule, sans prévenir, les yeux baissés, le ton calme. La première fois, elle a attendu sur le pas de la porte, les mains tremblantes. « Papa, je ne veux rien, juste te voir. » Je l'ai laissé entrer. Nous avons bu un café sans parler du passé. Le silence entre nous valait plus que 1000 excuses. Elle travaille désormais dans une petite association d'aide juridique. Ironie du sort, elle défend les personnes âgées victimes d'abus familiaux. Je ne lui ai jamais demandé si c'était une manière de se racheter. Peut-être, peut-être pas. Mais je vois dans ses yeux une lucidité nouvelle, celle qu'on n'obtient qu'après être tombé très bas. Un matin, j'ai reçu une invitation du tribunal. On me proposait d'intervenir auprès des jeunes magistrats pour parler d'éthique et de résilience. Je suis entré dans la salle d'audience avec cette impression étrange d'y revenir en tant que survivant. Les jeunes juges m'ont écouté en silence. Je leur ai dit « Vous pouvez condamner un voleur, un menteur, un meurtrier. Mais souvenez-vous, le mensonge le plus dangereux, c'est celui qu'on se raconte à soi-même. C'est celui qui vous fait croire que la justice ne vous concerne plus. » Un long silence a suivi. Certains prenaient des notes, d'autres me regardaient comme on regarde un témoin rare, revenu d'un autre monde. Je leur ai souri. Et si un jour on vous déclare mort, n'oubliez pas, il suffit de respirer fort et de vous relever. La justice n'aime pas les fantômes, elle aime les vivants courageux. Le soir, je suis rentré à Arcachon. Le vent salé passait entre les volets, le thé refroidissait sur la table. J'ai ouvert la fenêtre, respiré. Il y avait dans l'air cette odeur d'algues et de bois mouillé que j'associe désormais à la liberté. Je repensais à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais gagné. La famille, la confiance, l'illusion d'un amour inconditionnel, tout cela s'était effondré. Mais à la place, j'avais retrouvé une vérité simple. On ne possède rien, ni les maisons, ni les comptes, ni même les liens. On ne garde que ce qu'on a défendu avec dignité. J'ai refermé mon carnet. Sur la dernière page, j'ai écrit cette phrase, presque comme un jugement final. La justice n'est pas un châtiment, c'est une lumière. Elle ne ramène pas les morts, elle éclaire les vivants. Et ce soir-là, en écoutant le clapotis lent de la marée, j'ai compris que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus ni juge, ni victime, ni revenant.
J'étais simplement un homme libre, debout, qui avait survécu à sa propre mort.